De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Souka Souka, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre dossier du jour. Le patrimoine d'infrastructures de transport routier est très faible au Mali, soit 89 024 km de routes nationales et internes et un réseau ferroviaire traversant le Mali sur 641 km. Une situation qui a forcément des répercussions négatives sur le processus de développement. C'est un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Siamlo Victoria Sédine. Au Mali, le transport routier constitue un important pilier de l'intégration sous-régionale. Avec un territoire vaste de 1 241 238 km², le Mali est divisé en 10 régions avec le district de Bamako, la capitale. Le Mali a une frontière avec 7 pays, dont 5 disposent d'un accès à la mer. Pays enclavé, le Mali importe ses produits des plateformes portuaires des pays voisins. Le patrimoine en infrastructure de transport routier est très faible, soit 89 024 km, dont les routes nationales et internes et un réseau ferroviaire traversant le Mali sur 641 km. Cependant, le gouvernement malien, à travers les acteurs du secteur, s'échine à faire du Mali un hub de commerce et d'échange entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Quelles sont les infrastructures dont dispose le Mali? Peut-on véritablement se développer sans accès à la mer? Quelles sont les difficultés liées à cet enclavement? Quels sont les projets du gouvernement pour réduire les effets de l'absence de littoral? Dans le cadre de son approvisionnement régulier, il s'est doté d'une politique de diversification de ses voies d'accès à la mer. Cette démarche a abouti à la signature avec la plupart des pays côtiers de desserte d'accords de coopération en matière de transport et de transit maritime. Au terme de ces accords, ces pays consentent l'installation sur leur territoire respectif de services publics maliens chargés de la gestion globale des trafics d'importation et d'exportation du Mali. Il s'agit des entrepôts maliens en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Emasseux, au Togo, Emato, en Mauritanie, Emamo, en Guinée, Emagui, au Ghana, Emaga. Ces entrepôts du Mali disposent d'espaces portuaires et de magasins sous douane dans la zone active du port. Les marchandises qui séjournent sur des espaces portuaires supportent des frais d'entreposage avec une franchise de 20 jours à l'importation et de 30 jours à l'exportation. Le gouvernement, dans un souci d'équité et dans les soucis de soulager la souffrance des populations du territoire national, a adopté une politique suivie d'une stratégie pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays, laquelle politique est référencée dans les documents de politique des transports et en phase de transport et du désenclavement adopté par le gouvernement. Et dans ce cadre, une priorité est accordée à tout ce qui concerne les corridors de desserte du Mali vers les pays côtiers, donc vers les ports, et également la desserte à part de ces corridors-là aux villes secondaires et des villes secondaires, en tout cas aux derniers villages. Conakry est le port le plus proche de Bamako, à environ 1000 km. Mais le relief accidenté ne favorise pas l'accès à ce port. Les chargeurs maliens empruntent fréquemment les ports d'Abidjan et de Dakar. Avant la crise ivoirienne, le port d'Abidjan recevait 60% du trafic. Mais aujourd'hui, cette donnée s'est inversée au profit du Sénégal. Le mauvais état des routes ne favorisant pas l'acheminement rapide des marchandises constitue un handicap. En fait, les chargeurs disposent de 3 semaines pour retirer leurs marchandises stockées dans des conteneurs appartenant à des multinationales spécialisées dans le transport maritime. La monopolisation des plateformes portuaires ainsi que la privatisation des infrastructures ne sont pas pour faciliter la tâche aux chargeurs. Les difficultés, nous en avons de plusieurs ordres. C'est-à-dire que d'abord, comme tous les chargeurs, nous n'avons aucune emprise sur le coût du transport maritime, ce qui est déjà un handicap important. Nous n'avons aucune emprise aussi sur les coûts portuaires, parce que les ports, nous ne sommes pas un pays côtier. Et nous avons aussi le transport après du port
jusqu'à destination. Et chacun de ces postes mérite une négociation, mérite une longue discussion, un long entretien, un entre-genre assez spécifique pour que cela soit. Ça voudrait dire négocier avec les armateurs, négocier avec les ports, négocier avec les transitaires, négocier avec les transporteurs. Voilà un peu. Nous avons des difficultés à tous ces niveaux-là pour que la marchandise revienne le moins cher possible. Cet enclavement a des implications sur les performances économiques du pays. En effet, les entreprises des pays côtiers gagnent en temps, mais aussi en qualité sur des produits alimentaires. Le coût lié au transport sont un frein à l'écoulement des produits qui s'avèrent plus chers que dans les pays côtiers. Le Mali dispose d'un chemin de fer Bamako-Dakar, mais qui tourne au ralenti. Les solutions, c'est d'améliorer d'abord la qualité des routes et aussi d'agrandir l'épaisseur des routes parce que les routes sont étroites, et si bien que ça fait beaucoup de bouchons. Et puis, les ponts, les infrastructures à Caille ne répondent pas. Il n'y a qu'un pont qui est vétuste. La deuxième difficulté que nous avons aujourd'hui en tant que transporteurs, c'est un peu la mise en application de la charge à l'essieu. La charge à l'essieu, c'est vrai qu'à terme, présente une bonne solution pour tous les acteurs. Ça voudra dire que nos routes dureront mieux, nos véhicules transporteront dans de meilleures conditions, mais cela aussi doit se conjuguer avec des mesures d'accompagnement. Et la première des mesures d'accompagnement est forcément le rehaussement des tarifs appliqués aujourd'hui. Selon que vous chargez 60 tonnes dans un camion, ou selon qu'on vous contraint à ne charger que 48 tonnes, vous ne pouvez pas continuer à facturer de la même manière. Le voyage ayant la même charge. Donc aujourd'hui, nos gouvernants ne veulent pas entendre parler, en tout cas dans la situation actuelle, des modifications des tarifs. Et le rehaussement du niveau des tarifs est la résultante directe de la réduction des charges à l'essieu. Le gouvernement du Mali, en plus des entrepôts dont il dispose dans les ports de ses pays voisins, à exception faite de l'Algérie, a entrepris la construction de ports secs aux portes d'entrée de son territoire. C'est ainsi que les villes de Sikasso, Kayes, Kati ainsi que Bamako disposent de ports secs où sont entreposées directement depuis les ports les importations et exportations maliennes. Ces ports secs disposent de toutes les commodités d'un port, à l'exception de la manutention terre-mer. Le port sec de Kayes, par lequel transite plus de 60% du trafic, est le plus important. Le Mali, pays carrefour, voit également des pays ayant accès à la mer transiter par son territoire pour atteindre certains marchés. Le Sénégal n'a accès au marché de l'UEMOA qu'en transitant obligatoirement par le Mali. Des pays comme le Maroc, la Mauritanie transitent désormais par le Mali pour atteindre des pays de la CEDEAO. La navigabilité des fleuves Sénégal et du fleuve Niger, le plus grand d'Afrique de l'Ouest, constitue un atout pour ce pays au cœur de l'Afrique. La rénovation du chemin de fer entre le Sénégal et le Mali est sans doute bénéfique et permettra de rehausser la compétitivité de l'économie malienne. Il y a une diversification de nos voies d'accès à la mer, ce qui fait qu'on n'est pas lié à un seul pays. Nous avons au moins 6, 7, 8 corridors de desserte. Donc ça nous laisse vraiment le libre choix d'aller où vraiment les conditions sont les plus favorables. Ça, c'est un avantage. Et en termes vraiment d'enclavement, c'est relatif. C'est pourquoi nous, très souvent, on préfère dire pays sans littoral ou pays sans façade maritime, mais plutôt que pays enclavés. Parce que l'enclavement, quand on voit un peu l'enclavement, effectivement, il y a certains pays portiers qui sont plus enclavés que des pays de l'Interland. Puisqu'au niveau de ces pays, pour atteindre même le marché UEMOA, ils n'ont qu'un seul pays de transit. Ils ont l'obligation de passer obligatoirement par ces pays-là pour atteindre les autres pays de l'UEMOA. Tel n'est pas en tout cas le cas du Mali qui est vraiment occupé une position géographique centrale au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le transport au Mali constitue une priorité gouvernementale. Avec un territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés, le pays peine à relier les différentes régions. Avec un réseau routier qui ne cesse de se dégrader, le Mali ne dispose pas de ressources nécessaires pour leur rénovation. Cependant,
Les politiques de diversification des sources d'approvisionnement et la concurrence entre les différents ports en quête de partenaires peut être profitable au Mali. Monsieur Soka, une première réaction après le visionnage de ce reportage? Vous savez, en tant que logisticien, je peux juger et je juge à sa juste valeur les infrastructures routières en Afrique. Je peux vous dire que le Burkina Faso, que j'ai connu au début des années 80 et maintenant, c'est pas la même chose en la matière. Hein. Quand on dit faire le tour du Burkina Faso, vous voyez les Occidentaux aller faire la course cycliste du tour du Burkina Faso, c'est sur du macadam, hein, c'est pas sur des sentiers. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Mali, comme d'autres pays d'Afrique, hein, doit se focaliser sur le transport. C'est vital. Hein, parce que quand vous voyez l'épaisseur des routes, l'épaisseur seulement des routes au Mali, quand vous voyez la largeur, vous dites que, mais mon Dieu, on ne peut pas les utiliser. Hein. Vous avez des camions qui sont ultra chargés. Et surtout, moi je suis surpris que les autorités maliennes ne parlent pas du vrai problème de transport. La corruption. Vous ne pouvez pas faire les 1000 kilomètres qui séparent Bamako de Conakry sans passer par des barrages institutionnels où il y a des douaniers et des barrages où vous trouvez des individus qui arrêtent. Et ça, c'est un gros problème. Justement, Jean-Marie, quel est l'impact de ce déficit infrastructurel sur le développement économique? L'impact est énorme sur le développement économique, Graziella, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'un pays, pour qu'il se développe économiquement, il faut qu'il y ait des voies de circulation fiables qui puissent faire en sorte que, du nord au sud du pays, qu'on puisse avoir des échanges, des flux commerciaux en tant que tels. Faute, si vous voulez, d'infrastructures routières, là, nous avons affaire, si vous voulez, à un pays comme le Mali, qui est un pays enclavé. Moi, je dirais tout simplement que pour le Mali, il est essentiel d'hiérarchiser les priorités. On nous a parlé tout à l'heure des différents ports que le Mali a, des différents pays portuaires avec lesquels le Mali peut commercer. Il est important pour moi que l'État malien puisse mettre en place, si vous voulez, un mode de transport qui soit très très fiable. Monsieur Souka vient de dire que nos routes en Afrique, généralement, ce sont des routes qui sont très très mal faites. Les normes, si vous voulez, ne sont pas respectées. Sachant très bien que ces normes-là ne sont pas respectées, qu'est-ce qui se passe? Les marchandises, quand ça débarque dans un port, c'est-à-dire automatiquement le coût, si vous voulez, de cette marchandise-là, une fois qu'elle arrive, comment dirais-je, au Mali, obligatoirement, vous ne pouvez pas la vendre au même prix qu'un pays côtier, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez ce coût logistique supplémentaire-là qu'il faut assumer. Sur les ports, il faut, comment dirais-je, payer des surestarés, c'est-à-dire des droits supplémentaires en 20 jours. Si vous avez des routes qui ne sont pas performantes, ça voudrait dire que les délais de 20 jours peuvent ne pas être suffisants. Mais je fais confiance, si vous voulez, à l'UMOA, parce que c'est un espace économique qui est assez dynamique, si vous voulez, pour trouver des solutions là-dessus. Dans le cadre du Mali, il faudrait bien développer, bien développer le port que vous avez, si vous voulez, le port terrestre qui se trouve au niveau de Caille, et surtout développer la liaison ferroviaire, parce que la liaison ferroviaire nous permet d'avoir des échanges de marchandises avec un volume beaucoup plus important par rapport à la route, et ça nous permettra aussi, en même temps, de pouvoir sécuriser nos routes. Ça voudrait dire que les camions n'auraient plus à faire les 1000 km dont on parlait là, qu'on développe les voies des chemins de fer qui, de mon point de vue, à l'emport, c'est-à-dire pour un train, vous avez, si vous voulez, une quantité de marchandises qui est beaucoup plus importante que de faire circuler, comment dirais-je là-dessus, 1000 camions par exemple. Monsieur Souka, vous partagez ce point de vue, c'est ça la bonne solution? Oui, je crois que c'est la bonne solution, mais j'ajouterais que les gouvernants doivent appliquer la bonne gestion, c'est-à-dire planifier, d'abord construire des routes, hein, ce que j'ai dit, ce que fait le Burkina Faso par exemple, mais aussi donc planifier, exécuter et entretenir, hein, parce que nous avons les routes laissées par les colons. Eh bien, le colon, lui, il avait ses objectifs, sortir les minéraux et les matières premières. Eh bien, depuis,
nous avons d'autres besoins, d'autres objectifs. C'est ainsi, par exemple, vous prenez le réseau intérieur. Mais entre les villages, il n'y a pas de route. Un tiers des populations en Afrique, ne vivent pas à côté d'une route. Et ça, les gouvernants, bon, au lieu de s'occuper de politique, s'occuperaient, moi je crois, penseraient bien à s'occuper de ce genre d'éléments. Jean-Marie, dans quelle mesure les infrastructures de transport peuvent être considérées comme des vecteurs d'intégration? C'est vital si vous voulez, parce que ça, tout à l'heure, là, nous parlons uniquement du commerce. Mais vous avez aussi des échanges humains entre individus qui sont une richesse que nous négligeons. C'est-à-dire, quand on nous parle de l'Afrique, on nous parle uniquement, si vous voulez, des échanges commerciaux qui sont des échanges de marchandises. Alors que la variable la plus essentielle, ce sont des échanges de population, qu'on ait des populations, si vous voulez, qui vont faciliter, c'est-à-dire par le biais des infrastructures de transport, ça va faciliter l'intégration de nos unions régionales que nous avons en Afrique. Et c'est une condition, si vous voulez, qui est sine qua non si on veut avoir une intégration régionale favorable, qu'on ne regarde pas uniquement, si vous voulez, l'aspect de la circulation des marchandises. On doit aussi regarder au premier point, de mon point de vue, la circulation des individus, parce que ce sont ces individus-là qui contribuent à enrichir l'espace économique dans lequel vous êtes. Donc, leur faciliter la circulation, non seulement vous allez augmenter les flux commerciaux, vous allez aussi, c'est-à-dire faciliter les sources d'approvisionnement internes à l'intérieur des pays même et ensuite à l'intérieur de la zone, si vous voulez, concernée. Donc, les infrastructures routières en Afrique, aujourd'hui, on sait que c'est la condition sine qua non pour que l'Afrique puisse démarrer son développement. Démarrer notre développement, c'est pas seulement regarder l'extérieur que nous allons vendre nos produits à l'extérieur. Il faut que nous intensifions les échanges commerciaux à l'intérieur des pays et à l'intérieur des zones qui sont des zones homogènes. Donc, cet espace africain-là, il faudrait densifier les infrastructures là-dessus. C'est bien de pouvoir augmenter le flux des marchandises, mais il ne faut pas oublier la circulation des individus qui va favoriser, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégration régionale des États. Monsieur Soka. Moi, je pense à la mobilité. Regardez, autour de... Disons, il faut regarder ce que font les autres. En Asie ou bien en Europe, ce sont les échanges. La mobilité humaine, c'est une valeur fondamentale, c'est vital. Et puis, les gens apprennent à se connaître, à échanger. Il n'y a pas que les marchandises, effectivement. Il y a aussi le déplacement des hommes. Comment voulez-vous rester enclavé dans un secteur, dans une zone, sans connaissance de ce que fait le voisin derrière la colline d'à côté ? Mais vous ne pouvez pas avancer. Il faut construire des routes en Afrique. Et surtout, moi, je maintiens, il faut s'occuper de la corruption, les mauvaises pratiques. Pour les peu que nous avons comme réseau routier, les mauvaises pratiques doivent être éradiquées. Merci, Monsieur Soka. Voici un rappel des titres qui ont été développés en ce début d'émission. Ça y est, la nouvelle constitution a été adoptée en Côte d'Ivoire avec 93,42% des suffrages exprimés. Et puis la commission rwandaise de lutte contre le génocide accuse 22 chefs militaires français de participation au génocide de 1994. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. Roma, tout de suite.